Salut à tous, bienvenue entre deux virages. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Rapporteur. Et aujourd'hui, on va débriefer avec Bastien. Salut Bastien, Salut Thomas, comment tu vas? ça va bien, ça va bien. On va débriefer en fait tous les deux du Grand Prix de MotoGP, du Qatar en l'occurrence. Un Grand Prix qui a été pas mal animé et c'était plutôt cool en vrai. Ouais, beaucoup de choses se sont passées. Donc, on vous a préparé un super top 5 des événements les plus marquants, aux chutes, aux gens qui ont fait un petit peu n'importe quoi. Et du coup, vous aurez tout le détail maintenant. Allez, c'est parti. On va commencer avec le 71e degré, le degré de la chute. C'est tout de suite. Donc le 71e degré. Philoche, de quoi on va parler du coup? Alors, 71e degré, c'est le degré où normalement on tombe en MotoGP. Donc, on va parler des chutes. Il y a eu 3 chutes intéressantes, on va dire, ou importantes du coup pendant ce Grand Prix. La première, c'est celle de Jorge Martin. À savoir, Jorge Martin était blessé sur les premiers Grands Prix et du coup, il est revenu officiellement dans les paddocks, là au Grand Prix du Qatar, pour essayer son Aprilia et voir ce que ça donne. L'objectif, c'était pas de faire c'était pas de gagner des places ou de faire les meilleurs chronos, c'était d'apprendre à appréhender la moto. Mais voilà, malheureusement, il a chuté et il s'est encore fait mal. Ouais, bah ouais, effectivement, c'est vrai que bah, c'est bête à dire, mais j'ai un peu envie de dire, il essaie de faire comme une Marquez, hein, c'est-à-dire le mec qui vient d'être champion du monde, il veut essayer de revenir au plus vite, être de l'avant, et c'est pas forcément le cas parce que bah il faut qu'il se réadapte à cette nouvelle moto qu'il a jamais essayé et à arriver à revenir et essayer de faire du mieux qu'il puisse. Le problème, c'est que quand tu veux revenir au top du top le plus rapidement possible, bah, tu vas forcer et au final, tu vas chuter et te faire mal, ce qui est le cas pour lui actuellement. Parce qu'on a vu qu'il était à l'hôpital, donc du coup, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, ouais, il va se remettre de ses blessures précédentes et de sa nouvelle. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, on espère qu'il pourra revenir rapidement. On a aussi deux autres chutes importantes, celle de Miller et de Augusto Fernandez. Ouais, Miller, bah, c'est bête à dire, mais c'est pilote Pramac, hein, pilote Pramac, donc du coup Yamaha et Augusto Fernandez, c'est la même chose, deux pilotes Pramac qui tombent, donc c'est un peu dommage pour en tout cas pour l'écurie qui avait pas l'air d'être déjà très présente pour Qatar, hein. C'est un peu étrange parce que quand on voit les performances de Fabio, notamment pour les qualifications, mais on en reparlera plus tard, et qu'on voit celles de Pramac, c'est les deux écuries se font un opposé, ce qui est assez étrange. Il n'y a aucune homogénéité au niveau des performances, je trouve. Ouais, exactement. Augusto Fernandez était là pour remplacer Miguel Oliveira, qui est toujours en convalescence. Et Jack Miller, il arrive à faire des chronos intéressants, on l'a pu le voir en qualif, mais il y a toujours un moment où ça lâche, où la moto lâche, où la moto va plus suivre. Donc c'est encore de l'adaptation à avoir pour ces pilotes Pramac malheureusement. Ouais, c'est clair, c'est dommage. C'est dommage pour eux. Donc, bon, bah, c'est pour ça qu'ils sont partis du 71e degré et qu'on les a mis à cette position-là, quoi. Exactement. Donc je pense qu'on peut passer au top 4. Ouais, bah, allez, let's go. Top 4, c'est parti. Donc, top 4, 40e degré, et c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc 40e degré, on a du coup VR46. VR46 qui est à deux pilotes, Franco Morbidelli et Fabio Di Giannantonio. Deux pilotes qui pour l'instant se font bien remarquer depuis le début de la saison, notamment Franco Morbidelli, hein. Moi perso, au début de la saison, j'aurais pas mis un copec sur ce mec-là, parce qu'avec les saisons précédentes qu'il avait faites en 2023 et 2024, notamment pour moi quand il était chez Pramac, pour moi je suis désolé mais il a fait perdre le titre à Pramac, le titre constructeur, hein, pas le titre pilote, mais constructeur. Je pense qu'ils auraient pu arriver à se batailler avec Ducati. Ils ont eu le titre constructeur, Non, je c'est crois. Ducati qui a le titre constructeur en 2024 Ok, et c'est Martins qui a le titre pilote. ok, d'accord. Donc parce que Morbidelli était tout le temps un peu loin, etc. Et là, force est de croire que déjà que sur les premières courses, on le voyait déjà performant être dans les top 3, top 4, etc. ou dans le top 5. Là, il a quand même carrément mené un Grand Prix de son côté. Donc c'est quand même une belle performance pour lui. Après, c'est un peu dommage, je trouve, qu'il ait mené le Grand Prix avec une belle avance, une seconde et demie, mais qu'il se soit un peu effondré après pendant la course, quoi. Oui, c'est vrai que vers 46, ils sont aux avant-postes. Les deux, Fabio Di Giannantonio et Morbidelli. On les voit en sprint, on les voit en qualif, on les voit de partout. Ils font vraiment un très très bon début de saison. C'est pour ça qu'on le met là en top 4.
à propos de Morbidelli, en Q2, il était quand même quatrième, donc c'est une belle c'est clair, qualif. c'est clair. En sprint, il est arrivé troisième, donc pareil, une très belle course. Mhm. Et en Grand Prix, là, il a fait quelque chose d'assez incroyable, comme tu disais, à leader le Grand Prix. Malheureusement, ça n'a pas tenu parce que derrière, on a quand même Marc Marquez qui nous chevauche. Ouais, voilà, on va en parler plus tard, mais qui pose les jalons comme il faut, quoi, en fait. Hein. Ah, exactement, ouais. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que c'est Gresini qui, on va dire, l'écurie vraiment mère, enfin la seconde écurie pour aider Ducati à performer, à améliorer la moto, etc. Et au final, c'est VR46 qui est sur les devants comparé à Gresini pour le moment. Donc c'est assez Mais là, surprenant. ils sont au championnat, ils sont quand même 4 et 5. Donc 4e Morbidelli, 5e Fabio Di Gianantonio. Donc ça montre qu'ils sont présents, ils dépassent Gresini Mhm. et ils dépassent d'autres pilotes. Ouais, c'est clair. Non, franchement, c'est une belle performance pour eux, en tout cas. On essaye de passer à notre top 3 ? On peut passer au top 3, ouais. Allez, c'est parti. Top 3, c'est maintenant. Pourquoi je fais tout le temps le même geste à chaque fois, hein ? C'est un truc de dingue. Hein. C'est très bien, très bien. Je reste avec mon doigt comme ça. Bon, Il est très bien. top 3, en tout cas, on va parler des Français, si je me trompe pas. Cocorico, évidemment. Cocorico, j'adore cette rubrique. Moi, la rubrique Cocorico, c'est ma préférée. Donc, on va parler de Zarco et de Quartararo. Chauvin, Ouais, attends, faut représenter. Nous, dans un mois, on est au Grand Prix de France. Hein. Donc, franchement, moi, j'ai on qu'une va aller hâte. faire les Chauvins là-bas. Ah, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être et on va être là. Ouais, allez Zarco, allez Quartararo, let's go, c'est parti quoi. Donc du coup, on va parler de Quartararo en premier, je dirais. Ouais. Quartararo, donc du coup, qui a fait quand même une super qualif, top 3. Mais si je devais résumer, qui a fait ce qu'il a pu avec ses Yamaha, c'est-à-dire une moto qui est juste à la limite du top 10 quoi en fait. Hein. Ouais, exactement. Il a réussi à sortir un très bon chrono en qualif. Ça a surpris vraiment tout le monde. Donc ça montre qu'elle marche. Elle marche parce que il a eu le temps de la mettre en température. Mais comme à chacune des courses, les premiers virages sont très compliqués. Il a du mal à tourner. Il perd rapidement des positions. Et après, une fois qu'il est tout seul dans le Grand Prix, où on ne le gêne pas trop, il arrive à performer. Mais bon, un Grand Prix, c'est quand même 22 pilotes qui se battent. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quoi. Et surtout qu'en plus, pendant la course, il y a vraiment eu 3 groupes qui se sont créés. Il y a eu les pilotes de tête, une bataille un peu au milieu entre le 4e et le 6e. Et après, par contre, il y a eu vraiment un moulon de pilotes qui était à peu près une dizaine et qui se bataillaient entre eux pour arriver à avoir juste la place de Fabio ou d'Acosta, parce que c'était Acosta qui était juste devant Fabio à côté en plus, quoi. C'est pour ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est dommage pour Fabio parce que c'est comme d'hab, hein, c'est comme ça, c'est-à-dire des performances en qualif, mais ça concrétise pas en course, et ça c'est depuis le début pour l'instant de la saison pour lui, quoi. Ouais, mais ça montre quand même que la Yamaha évolue un petit peu quand on voit les chronos qu'il arrive à faire en qualif, chose qu'il n'arrivait pas à faire forcément au début. Faut voir au fur et à mesure de la saison ce que ça va donner. Autre moto par contre qui elle performe grave, et ça c'est assez hallucinant, c'est Johan Zarco, c'est la Honda de Johan Zarco. Franchement, moi j'ai toujours adoré Zarco, comme je l'ai toujours dit, et je suis content de voir qu'en tout cas le mec, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans qu'il a intégré Honda LCR. Et il disait, moi le but c'est de les faire progresser et d'essayer de leur amener une moto qui va être efficace. Et c'est le cas, quoi. Je veux dire, lui, les réglages qu'il donne dessus et les informations qu'il donne à Honda, elles sont pertinentes et elles fonctionnent, quoi. Ouais, il a fait une très très belle course. Il était quand même aux avant-postes dès le début de la course. Il a réussi à arriver dans les 5e positions, entre 5 et 7 si je ne me trompe pas. Donc la moto, elle marche. On voit que la moto, elle marche parce que les autres Honda ne sont pas non plus 18 et 20e au milieu de la course. Ils arrivent à être autour des 10, 12e. Mais Zarco, voilà, c'est le pilote officiel, c'est le pilote Honda en fait qui réussit à faire en sorte que la moto tourne bien, soit bien configurée, soit prête pour les courses. Et il se bat avec les meilleurs. Il fait même
il roule dans les chronos des leaders, quoi. Ah, c'est clair. En tout cas, il est devenu une des références. Moi, j'ai adoré sa course. J'ai trouvé qu'il avait fait Magnifique. une très très belle course, à remonter petit à petit sur les pilotes, à avoir des fois quelques opportunités, à rattraper Bagnaia, à rattraper Morbidelli pour pouvoir essayer de se batailler avec eux. Bon, c'était pas le cas. Il s'est vite fait reprendre de la distance. Mais en tout cas, ouais, c'est forcé de croire que le mec, il gère. Il gère avec sa Honda SR. C'est un pilote d'expérience, il sait quand dépasser, il sait où dépasser, c'est toujours très propre. Faut juste qu'il y ait de la pluie qui tombe à un moment et ça serait nickel. Ouais, Comme une ça, piste au moins, séchante, ouais. un peu mouiller ses chantes là, qui est son thème de prédilection. Au Mans, j'espère. Parce que s'il y a ça comme temps, avec la moto qu'il a là en ce moment, je pense qu'il peut arriver à faire une petite surprise et ça peut être pas mal, quoi. Voilà, là, je prêche un peu pour ma paroisse. J'aimerais bien comment il fasse grand beau quand même. Grand Ouais, soleil, ouais. on prenne un peu des couleurs. Ah, la pluie, ça amène toujours un petit piquant, quoi, on C'est va vrai, dire. c'est vrai. Allez, pour les qualifs, on se met le beau temps et puis basta, quoi. Exactement. Bon, alors, je pense qu'on n'est pas trop mal sur le top 3. Ça te va? Ouais, je pense qu'on peut passer au top 2. Allez, c'est parti. Le top 2, c'est maintenant. Bon sang, ce doigt, hein, c'est un truc de dingue, hein, quand même, hein. Je le garderai jusqu'au bout, Ad vitam celui-ci. aeternam. C'est quoi notre top 2, Bastien? Notre top 2, alors top 2, souvent c'est nos héros du jour. Ouais. Et aujourd'hui, on a envie de faire nos héros et notre anti-héros flop, je sais pas. Ouais. Notre zéro, voilà, héros et zéro. C'est qui notre Donc, héros? Notre héros, Maverick Viñales. Maverick Viñales qui a fait une course extraordinaire, qui à un moment donné... Tu pèses tes mots là, je hein, pèse clairement. mes mots, ouais, Franchement, j'ai un petit peu crachoté sur la bonnette. c'est pas grave, t'inquiète pas, hein. Vu le nombre de poils qu'il y a dessus, on peut y aller, hein, C'est clairement. Mais qui a fait voilà, une course assez exceptionnelle. Surtout à un moment donné, ça on l'avait dit dans nos précédentes vidéos, Maverick Viñales est le seul pilote à avoir gagné un Grand Prix avec 3 marques différentes. Oui, c'est vrai, Et effectivement. là, on se disait, mais putain, il va gagner avec la 4e marque. C'est une première dans le monde de la MotoGP. Ah, c'est clair. Et on s'y attendait pas à voir ça dès le début de la saison. Bon, malheureusement, il n'a pas gagné. Il n'a pas Mais gagné. il a fait quelque chose d'exceptionnel. Donc, en plus, pour résumer, il a fini 2e de la course officiellement, enfin officieusement, puisqu'officiellement, il a pris une pénalité par un problème de pression trop basse au niveau de ses pneus. Ça fait penser au premier Grand Prix avec Marquez aussi, qui avait remarqué qu'il avait une pression trop haute ou trop basse, je sais plus laquelle c'était, mais qui avait régulé sa course. Et c'est là quand même qu'on voit la différence entre au niveau des champions, hein. Marquez, il a posé, il a vu qu'il avait un peu de distance, qu'il avait du temps pour essayer de rattraper Maverick Viñales. Bah, ça n'a pas loupé, il a réussi à le rattraper, quoi, en quelque sorte. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Il aurait pu mieux gérer ses pneumatiques. Pour rappel, on n'a pas le droit de dépasser ou d'être en dessous d'une certaine pression en MotoGP sous peine de pénalité. Et donc là, c'est ce que Maverick Viñales malheureusement a connu, mais ça reste, je pense, un des héros du jour. Ça reste une belle performance. Ouais. Après, voilà, faut qu'il arrive à réitérer ça. Est-ce que c'était le circuit qui a permis de faire ça? Il Est-ce que aime bien c'est ce le circuit. pilote qui aime bien le circuit? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir jouer. Il faut voir au prochain Grand Prix si ça peut un peu se confirmer et qu'il peut arriver à retravailler, à être dans le top 5. Ça serait bien pour lui, Ouais, quoi, en tout cas. carrément, ouais. Carrément. Et alors, du coup, on a un zéro. 0 par contre. Et 0 pointé, il est pour qui? Ah, le frère de Marc Marquez, Alex Marquez chez Ducati Gresini. Ah, c'est chaud pour lui, hein, quand même, un peu, hein. Ouais, Moi, je trouve que c'est chaud, hein, parce que d'une part, alors ok, il part P2, donc il fait quand même une bonne qualif, mais il tape son frère dans le premier virage. Premier virage, premier tour. Allez, vas-y, que je te pète les lettres. Hop là, c'est parti. Elle est partie pour un gars du public et puis basta, c'est tout. Ça, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Hop là, c'est resté dans le désert. et après, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il retape avec quelqu'un d'autre, où il arrive à s'enlever toute une partie de l'aileron, L'aileron, ouais. enfin de la partie aérodynamique gauche de sa moto, ce qui lui fait alors pas perdre du temps, ce qui est assez surprenant. Je crois que c'est Fabio Di Gianantonio avec qui il y a eu le contact. À cause de ça, il a quand même pris un long lap. Oui, voilà. Par contre, il a pris un long lap pour ça. Donc, il était passé dans le top 4 ou un truc comme ça. Je crois il est passé à 13 ou 16e. Ça a été pas mal pénalisant comme long lap. Après, il a réussi à remonter. Mais moi, là où je pars sur l'idée du zéro, c'est qu'en fait,
il est deuxième au championnat et il se permet de faire quelques erreurs qui lui coûtent quand même pas mal de points puisqu'il finit sixième sur la course quoi, au final. Ouais, ça lui coûte beaucoup de points. Je pense qu'il apprend aussi. Il n'a jamais l'idée de championnat, donc malheureusement, voilà, les erreurs, il va les faire. La chance qu'il a, c'est qu'il a pour frère quand même Marc Marquez, avec qui il fait toutes ses qualifs, toutes ses sprints. Donc ça lui permet d'avoir aussi des bons chronos. Ça lui permet vraiment de tirer le meilleur de sa bécane et de son potentiel. Mais malheureusement, en étant premier du championnat, faire ces erreurs-là. Deuxième du championnat. Il était premier la semaine dernière. Ah, il était premier? Il était premier au championnat la semaine dernière. Donc en plus de ça, quoi, genre franchement. Et donc voilà, passer deuxième, bon, il a encore de la marge, mais bon, c'est un petit peu dommage. Ouais, voilà, c'est un autre petit flop, on va dire, du top 2. On s'est permis de rajouter un 0 et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Ouais. On passe à notre top 1, le wheeling. Top 1, le wheeling. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Bon sang, hein. C'est bon. Allez, je vais arrêter d'argumenter, sinon ça va faire une polémique pour moi-même, pour moi tout seul, c'est tout. Top 1, on va parler des pilotes Ducati. Là où habituellement on parlait que de Marc Marquez qui était là tout le temps, tout dézingué, etc. Bah là, on va parler de Marquez, mais aussi de Pecco Bagnaia. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi, Bastien? Je vais commencer par Pecco. Sur ce Grand Prix, alors je parle de tout le week-end, il nous a montré qu'il pouvait se battre quand même. Parce qu'en qualif, non, il n'avait pas fait une bonne qualif. Il n'a pas fait une bonne qualif. Hein. Il n'a pas fait une bonne qualif. Loin, il est parti 11e en qualification. Mais là, effectivement, en course, il s'est battu. Il a essayé de tenir le rythme des leaders. Je pense qu'il a trouvé quelque chose sur la moto. Peut-être un feeling. On a vu qu'il avait un meilleur feeling le soir, donc le jour du Grand Prix, que la veille en sprint. En sprint, ils ont couru la journée. Au Grand Prix, ils ont couru le soir. Donc, il y avait vraiment cette différence-là. Et on sait que pendant les essais, les qualifs, il y avait aussi ces différences. Donc, je pense qu'il a trouvé quelque chose. Malheureusement, je pense que le mental, il n'est pas encore là. Et il lâche un peu. Il commence à prendre, je pense, confiance petit à petit, toujours sur la moto. C'est pas du jour au lendemain, en tout cas, qu'il peut arriver à performer tout de suite. Mais en tout cas, il est arrivé à tenir le rythme de Marc Marquez à un certain moment, à suivre Morbidelli, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et qui permet d'en tout cas, je pense, confirmer les choix sur les réglages qu'il a choisis sur la moto, etc. Et sur comment apprendre à l'utiliser, donc ça c'est plutôt chouette pour lui. Non, c'est vrai qu'il a quand même fait une très belle course, c'est solide et en plus ça a créé du spectacle hein, quand on regarde la course, voilà. Enfin il y a une petite bagarre. C'était vraiment très léger mais c'est déjà ça et ça fait plaisir. Bon, par contre on va parler de son concurrent qui est Marc Marquez. Marc Marquez, il est toujours sur du 100% pour l'instant. 100% en sprint, 100% en course. Il est sur du 100%. Il est en train de montrer que c'est vraiment le king de la MotoGP. On pense réellement qu'il va gagner le championnat cette année. Il est bien parti pour. Exactement. Là où il est encore très fort, on l'avait dit sur des vidéos précédentes, c'est sa manière de gérer la course. Il y avait un gros souci sur cette course, notamment le soir. Ils sont tous partis en médium. Souvent, le problème, c'est l'usure du pneu arrière. Là, c'est l'usure des deux pneus. Lui, il le savait très bien. Donc, dès le début, il n'a pas commencé à attaquer comme tout le monde, comme Morbidelli, comme Vignales. Il a gardé un petit peu de marge. Un moment, même au début de la course, on le voyait, on pensait qu'il avait du mal, mais en fait, non, c'est un fin stratège. Il s'est économisé pour qu'à partir de la mi-course, il reprenne le lead du Grand Prix. C'est clair, complètement. Et qui mettent une demi-seconde, puis une seconde, puis une seconde et demie, et qui montrent à tout le monde, encore une fois, que c'est le GOAT de la MotoGP. C'est clair. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce que je trouve peut-être un peu dommage, c'est que du coup, je trouve qu'on a trop de gestion de pression de pneus, de gestion sur plein d'autres paramètres, sur la gomme, etc., de la manière dont elle va s'user, qui enlève un peu cette partie un peu spectacle qu'on peut avoir en ce moment au niveau du MotoGP. Parce que je me dis, c'est cool, les mecs ils se régulent, mais en fait ils vont se réguler sur une moitié de Grand Prix, et après c'est à la fin où vraiment ils vont attaquer, sauf que
Marquez, il est au-dessus sur la manière de gérer ses pneus, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc en fait, il est bouffe en 2 secondes pour arriver premier vers la fin du Grand Prix. Et puis bon, on sait Bah, que c'est bon, il est parti à gagner, quoi. C'est intéressant parce que tout le monde va. C'est intéressant ce que tu dis parce que tout le monde va avoir du mal souvent en fin de course avec ses pneumatiques. Donc c'est là où on va pouvoir avoir aussi un peu des bagarres. En début de course, tout le monde va vouloir attaquer. Donc on aura aussi des bagarres. Moi, je trouve ça bien de devoir gérer ses pneumatiques. Et c'est là où on voit aussi les grands pilotes. Fermin Aldeguer, par exemple, il a fait une belle course parce qu'il a su gérer ses pneumatiques aussi. Ouais, aussi, c'est sûr. C'est sûr que ça fait permet... partie du Grand Prix. Ouais, ça fait partie du Grand Prix. Ça permet de montrer qui est au top et qui arrive en fait à avoir une moto facile, parce qu'au final, c'est ça un peu. C'est ça, ouais, Si clairement. les autres sont là à forcer avec leur moto, enfin, s'ils sont là à user leur gomme rapidement, ça veut dire qu'ils forcent avec leur moto et qu'ils sont pas vraiment là dans la tendresse, qui va être le cas pour Marc Marquez Pour les et, Ducati. et pour les Ducati en règle générale. Après, voilà, tu prends Morbidelli, bah, lui, il s'est éclaté sa gomme, il est foncé comme un taré au début de la course, il s'est éclaté sa gomme, il s'est fait rattraper par tout le monde, il finit pas dans le top 5. Hein, donc, voilà. Là, il s'est fait avoir par de la stratégie. Non, je dis des conneries. Non, il finit quand même 3ème, je dis quand même des conneries. Mais il aurait pu, pour moi, gagner la course. Alors que, au final, voilà, il se fait rattraper et il se fait prendre 10 secondes dans la gueule par Marc Marquez à la fin de la course. Hein. Enfin, c'est bête à dire, mais bon. Il s'est pris combien 10 secondes dans la gueule. Hein. 10 secondes, ah ouais. Ouais, non, franchement, 10 secondes et 4 secondes pour Pecco. Ah ouais, la vache. Marquez, à la fin de la course, il a dit allez, c'est bon, les gars, ciao, je me casse. Puis basta, quoi. Donc, bon, c'est comme ça, mais voilà, c'est peut-être un débat qu'on pourra rouvrir pour les prochaines fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas enlever peut-être certaines règles sur la pression des pneus, etc., qui permettraient aux pilotes de pouvoir un peu plus jouer, de pouvoir être un peu plus joueurs et de moins se prendre la tête sur certaines règles ou certains règlements qui les bloquent sur la course pour être réglementaires par rapport à la Dorna, etc., tout ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que je me dis. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. On vous remercie d'avoir regardé. Si jamais ça vous a plu, vous n'hésitez pas à laisser un like. Tout ce dont on vient de parler, n'hésitez pas à réagir aussi en commentaire, à nous laisser votre avis. On va aussi commencer à prendre, pourquoi pas, des questions, si jamais il y en a, pour pouvoir réagir aussi à toutes les interrogations que vous posez ou toutes les réactions que vous avez de votre côté. En tout cas, je sais pas si tu avais un dernier mot à donner, Bastien. Non. À savoir aussi, on va préparer quelques petits trucs pour le Grand Prix de France, parce qu'on y sera. Donc on va essayer vraiment de vous en parler pendant 3 jours, pendant ce week-end de 3 jours assez exceptionnel. Et vous retrouverez tout sur nos chaînes. Ouais, exactement. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé les vidéos et on vous dit à la prochaine fois, entre deux virages. Ciao, ciao. Ciao.